Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel hors-série de la saison 2 de Chapitre Sportif, le podcast dédié à la littérature sportive. On reste dans le domaine du basketball, mais pour ce nouveau numéro, on enfile notre blouse blanche, prendre de la hauteur et disséquer le jeu avec l'un des analystes les plus pointus du ballon panier. Vous l'avez sûrement deviné, j'ai la chance aujourd'hui d'échanger avec le créateur du podcast, le Basket Lab. Guillaume, comment vas-tu ? Bien, ça va très bien, encore mieux après cette introduction. Merci de l'invitation. Je te remercie encore une fois. Je t'ai fait plusieurs remerciements off, je l'ai fait maintenant on. Et merci de nous accorder un peu de ton temps pour redécouvrir ton parcours, ton rapport à la littérature sportive et avoir quelques clés d'analyse au niveau du basket. Un grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement à celles et ceux qui vont écouter ce numéro, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Guillaume. Et non, alors en fait, je crée du contenu, comme on dit maintenant, mais à l'époque on disait pas ça. Mais j'écris. À la base, c'était écrire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus podcast. Aussi parce que le site sur lequel j'écrivais n'existe plus, Basket Info. Le site s'est arrêté. Mais du coup, ouais, depuis 2011 en fait à peu près, j'écris beaucoup d'articles sur le basket, sur la NBA. Petit à petit, je me suis mis un peu à faire des articles avec vidéo, ensuite un peu plus de vidéos, etc. Et puis même aussi à partir de 2013, on avait créé un podcast, L'écho des parquets, sur Basket Info, un podcast de NBA qui a duré 10 ans, mais un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai mon podcast, le Basket Lab. Voilà à peu près, enfin podcast et chaîne YouTube aussi. On fait un peu des deux, un peu de visuel également, également un peu de visuel, de vidéos tactiques sur Twitter aussi, parfois quand j'ai le temps. Mais voilà à peu près pour mon parcours basket. Et pour aller un peu plus loin, parce que moi j'étais un aficionados de l'écho des parquets, Ah. et c'est un point commun avec le Basket Lab, et je comprends un peu plus maintenant, c'est que c'est des formats qui sont longs, c'est un temps Et oui. long qui permet d'aller au bout des choses. Ce parti pris, je pense que c'est un parti pris de votre part et de Oui. ta part aussi dans le prolongement de dire vas-y, je prends le temps, je me pose, je fais quelque chose et je vais au bout des choses, c'est ça. Mais en fait, il y a aussi un côté où, bon déjà j'étais entre guillemets formé beaucoup par par Nico, alias Steel Bolin, qui peut beaucoup parler, beaucoup écrire aussi. Donc donc pour le coup, ça aide pas. Mais non, mais en fait, il y a un côté où nous on faisait ça de manière très amateur. D'ailleurs, moi je suis encore amateur aujourd'hui. Il y a un côté où on n'était pas obligé d'entrer dans une case, tu vois. Et tu vois, et c'est vrai qu'en 2013, le podcast natif, comme on dit aujourd'hui, c'était un peu nouveau, quoi. Pour moi, les podcasts avant, c'était, bah, tu vois, le replay de l'after-foot, t'allais chercher le podcast, quoi. C'était le replay de ce qui était sur RMC, RTL ou des trucs comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'écho des parquets, ça a été sous l'impulsion de Antoine Durand, qui à l'époque avait lancé le truc très cadré, lui animateur, avec quatre intervenants, 2 hommes, 2 femmes, des mini-rubriques, un quiz à la fin, etc. Et c'était une émission de 45 minutes. Antoine Durand, ensuite, au bout de quelques mois, n'a pas pu continuer. Et donc, on s'est retrouvés, nous, les consultants qui parlions, sans cadre. Et on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah, parlons, quoi. On dit ce qu'on a à dire. On s'arrête pas à ce format. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté aussi où c'est facile pour moi de faire ça et de dire oui, je me mets pas de limite, mais parce que j'ai pas d'enjeu financier, j'ai pas de, tu vois, il y a pas le côté format que des émissions qui ont besoin d'attirer de l'audience ou de la maintenir, les chiffres d'engagement, etc. Tu sais, ce genre de choses. Donc ouais, en fait, on s'est toujours dit, on dit ce qu'on a à dire plutôt que tiens, on a 45 minutes. Soit on parle moins que ce qu'on a envie de dire parce qu'il y a que 45 minutes, soit ah tiens, il faut trouver un truc à dire en 45 minutes, tu vois. Mmh. D'accord, donc là c'est cette pression, comme tu le dis, entre guillemets, d'obligation de résultat et Oui. d'audience, elle n'est pas là, donc du coup ça permet de libérer la bride et de libérer son jeu, entre guillemets. Très bien. Et au niveau de la lecture, donc là tu as dit que tu as commencé par de l'écriture. Toi, ton Oui. rapport à la lecture et à l'écriture, c'est quelque chose qui est venu assez tôt ou pas forcément?
Oui, oui, je dois dire que, finalement, tu vois, moi, j'avais des parents qui nous lisaient des histoires, dès le plus jeune âge, quoi. Donc on a toujours un peu ce rapport-là. Mes parents aussi ont toujours beaucoup lu. Ils sont profs. Mon père notamment aime beaucoup la lecture, mais il aime pas avoir des livres. Donc tu vois, c'est un peu le truc, tu te dis, le cadeau idéal, c'est tu lui offres un livre, mais en fait, il s'en fiche. Et j'ai toujours vu mon père toutes les semaines aller à la bibliothèque prendre des livres différents, tu vois, toute sa vie, quoi. Donc, il y a un peu ce truc-là. Et j'ai toujours baigné un peu dans la lecture pour le coup. Alors, je vais pas te mentir en disant non plus, oui, je lis 5 fictions par semaine non plus. Mm. Mais ça a un peu évolué. Je fais aussi partie, je suis de 93, pile la génération Harry Potter aussi. Donc, tu vois, et en plus, nous en classe, l'année où le film est sorti, la maîtresse voulait qu'on fasse en CM1 donc Harry Potter. On a fait toute l'année, on a étudié le livre. Donc ensuite, entre potes, on lisait Harry Potter. Ah, moi j'ai lu le 2, moi le 3, le 4, etc. Donc j'ai toujours eu ce truc-là. Et même, tu vois, même la période de ma vie, entre guillemets, où j'ai le moins lu de romans ou de fiction, donc c'était en prépa, quand j'étais un peu en prépa scientifique notamment, ou même au lycée, je me rendais compte que en fait c'était remplacé par soit des magazines sportifs sur D'accord. le foot ou le basket, soit sinon des mangas. J'ai une passion pour le manga aussi qui est apparue à peu près. Donc tu vois, même quand j'étais pas avec des romans, je me souviens avoir passé mes années de prépa en lisant Naruto, One Piece, ce genre de choses, quoi. Et donc en fait, j'ai toujours eu un peu ce truc-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire aussi sur le basket et donc à lire aussi forcément un peu ce qui se passait autour, quoi. Très bien. Et au niveau, on va dire un peu plus, on va dire contemporain et actuel, est-ce que aujourd'hui tu arrives à continuer à maintenir ce lien avec la lecture ou c'est un peu plus compliqué? Si, si, ça, l'action, je l'ai toujours. Après, au niveau de la fiction, ça vient un peu par période, tu vois. Souvent, c'est en vacances, je peux lire en une semaine 3-4 romans d'affilée, quoi, parce que tu fais que ça de la journée presque, ou j'exagère un peu, mais tu Mmh. vois, t'as ce truc-là. Et il y a d'autres moments où la fiction un peu moins, où je peux passer pas mal parfois 2 semaines sans lire de la fiction. Ce que j'aime bien, c'est aussi lire des livres un peu autres. Tu vois, je suis pas que, j'aime bien la fiction, mais je suis pas que fiction. Pour le coup, bah, notamment des livres de sport. C'est évidemment Mmh. ça, tu vois, quand t'as 15-16 ans, que t'aimes bien les livres et que tu découvres le sport et tu dis ah ouais, mais il y a des livres sur le sport qui parlent qui parlent de foot ou Ouais, ouais. de basket, c'est génial, quoi. Et donc tu vois, dès que j'ai découvert un sport, de suite, un de mes premiers réflexes, c'est d'aller chercher un peu la littérature là-dessus, quoi. OK. C'est un peu prolonger l'expérience et aussi parce que alors non pas que je sois hyper vieux, mais il y avait un côté où en fait avant le internet n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, le portable. Et aujourd'hui, tu découvres le basket, tu peux rester scotché à ton écran de téléphone et être tout le temps là-dedans, alors qu'avant t'avais un côté ah tiens, entre midi et deux je vais aller à la Fnac en centre-ville voir s'il y a pas des livres sur le foot, parce que le foot tu pouvais pas le consommer quand tu voulais à la récréation ou le week-end Clairement. ou etc., quoi. Donc Ouais, ouais, clairement. Même moi, je suis encore un peu plus ancien que toi. Et nous, c'était notre petit jeu préféré, c'était d'aller dans les bureaux de tabac et puis de ah feuilleter ouais. les magazines à l'époque. Parce que, enfin, je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui se rendent compte de la chance qu'ils ont. Je sais pas si c'est une chance in fine, mais d'avoir autant on va dire de production et d'informations D'accessibilité. accessibles. Voilà, tout à fait. C'est Ouais, ouais. c'est quelque chose qui est assez déroutant Moi, aujourd'hui. j'avais même un pote, tu vois, qui il aimait bien, il disait: «Ah, ma mère, elle va faire les courses, viens avec moi». Et en fait, du coup, on allait à Carrefour, on se posait au rayon BD et on lisait, tu vois? Voilà, C'était c'est ouais, vraiment, non, mais c'est ça. parce que c'était gratuit en plus, tu vois? Donc Ouais, c'était c'est quand même sûr. très Et puis, il cool. vaut mieux passer son temps à lire des BD que faire autre chose aujourd'hui, Exactement, ouais. n'importe quoi dehors, quoi. Mais bon, très bien. Et toi, en termes de livres de sport, est-ce que actuellement ou récemment, il y a un livre que t'as lu récemment là-dessus? Livre de sport récent, alors j'en ai quand même lu plein, beaucoup que j'ai aimé. Basket, je pense que la référence, c'est un peu Jack McCallum, qui a écrit des trucs sur la Dream Team, qui a été traduit il y a quelques années, je crois 2016, en français. C'est aussi le mec, tu sais, qui a fait le livre sur les Suns, qui a été traduit d'ailleurs par D'accord. mon ami Lucas Ok. Saidi. Allez soutenir Lucas. Mais Mhm. c'est, tu sais, c'est le bouquin où il est grosso modo, il est en 2005, c'est au début de tout ce qui est Inside et tout, et grosso modo, il est dans le staff des Phoenix Suns. Et en fait, il vit toute l'année, il écrit un bouquin, Les Suns à la vitesse de la lumière, ou le fameux 7 seconds or less. Et en fait, c'est un truc carrément là-dedans, à l'intérieur. Mais après, non, il y a quand même celui qui m'avait beaucoup marqué, c'est pas récemment pour le coup, ça a quand même quelques années, le bouquin sur, évidemment, j'ai perdu le nom, sur George Best aussi.
Immortel, je crois que ça s'appelle, qui est vraiment excellente biographie, je trouve. Moi, je connaissais pas trop en plus. Enfin, je connaissais un peu de loin, tu vois, le nom. Le nom et les quelques biographies dans 2-3 pages, quoi. Mais franchement, assez cool, ouais. Puis après, je ne peux que recommander aussi tout ce qui est Vue du banc, Coparena, les bouquins Comment regarder un match de foot, etc. Quoi. Toute la saga dont tu as déjà parlé d'ailleurs, avec Ouais, Christophe Kuchli j'ai eu la ici. chance de faire un épisode avec Christophe, oui, tout à fait, qui nous a présenté sa saga. Et au moment où ce podcast sera livré, il y a un dernier bouquin qui va être livré justement par Christophe Pufly Oui, et Philippe Gergov, le dictionnaire du foot niveau tactique du 21e siècle. ouais. J'ai complètement écorché le titre du bouquin, mais l'esprit est là et j'ai eu la chance déjà de le recevoir et c'est un excellent bouquin. Et si vous pouvez vous le procurer, allez soutenir aussi l'équipe du banc et tout ça. Tous les anciens. Dictionnaire du Voilà, tout à football au fait. 21e siècle, je crois, le titre Ouais, tout à fait, c'est ça. officiel. Voilà. Officiel. Merci d'avoir corrigé. Et toi, au niveau de la lecture, est-ce que tu as des moments privilégiés pour lire ou agenda très chargé, c'est quand je peux, je feuillette. J'ai pas de non, moi je suis un peu boulimique de ça. Ça peut parfois il y a rien et parfois ça, tu vois, je peux passer un jour entier à lire un livre pour le coup, ce genre de truc. Mhm. Donc j'ai pas de temps préféré, mais par exemple, tu vois, quand il y a un bouquin qui est génial sur le sport qui vient de sortir, je vais le chercher à la Fnac ou à Sorams ou chez n'importe où et je sais que je peux commencer à le lire directement et le finir en même pas de un jour ou deux quoi, pour le coup. Mais non, après, il y a souvent le soir, j'aime bien lire. Évidemment, c'est là où t'es un peu calme, mais ça dépend aussi du moment de la saison et s'il y a des trucs à faire ou pas, quoi. Parce que tu vois, parfois, le soir, comme on est un peu amateur, bah, c'est le soir que les gens sont dispo pour enregistrer notamment des podcasts. Donc parfois, plutôt que lire, tu fais un podcast et quand le podcast peut finir un peu tard, etc. Mais j'ai pas de rendez-vous régulier. C'est plus, il y a un côté où quand il y a des trucs hyper cool à lire, je sais que je peux m'y plonger dedans, presque priorité par-dessus tout, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ok, très bien. Et du coup, on va maintenant un peu plus rentrer dans ta production et on va dire ton podcast. Le Basket Lab, est-ce que tu peux nous représenter et nous voilà, redévelopper un peu, puisque en introduction, tu as un peu posé les premiers jalons de sa création. Mhm. Euh, donc, toi, qu'est-ce qui t'est dit et pourquoi tu t'es dit je vais rentrer, entre guillemets, me lancer à titre perso dans cette aventure podcastique? Alors la vraie vérité, c'est qu'un jour j'ai écrit un article sur Shabazz Mohamed, que sans doute les auditeurs ne connaissent pas, qui est un joueur un peu random de NBA, mais qui a une histoire assez fabuleuse et qu'il a passé quelques temps en NBA, mais il avait des stats de fou dans tous les sens. En fait, plus tu creuses, plus t'en trouvais. Donc j'ai écrit cet article et en fait l'histoire est folle, les stats sont folles. Enfin, ça finit genre 30 pages de PDF, je crois, ou un truc comme ça. Et j'écrivais des articles quand même de plus en plus longs, mais là je me suis dit bon, c'est peut-être un peu trop long, donc j'ai quand même publié l'article, mais je me suis dit c'est de là qu'est germé un peu l'idée de dire bon, c'est sympa de l'écrire. Après, peut-être qu'il faudrait que je crée un podcast juste pour lire mes articles, tu vois. Que sans doute que le format audio est plus digeste pour certains à consommer, quoi, plutôt que juste rester derrière l'écran à lire 30 pages ou un truc comme ça. Et donc je me suis dit voilà, l'idée originelle, pardon, c'est ça, c'est de se dire je vais juste créer un flux pour lire mes podcasts. Et donc au début c'est ce que c'était et au final ça a un peu coïncidé avec le fait que l'écho des parquets qu'on a duré 10 ans, mais plus ça allait, moins on avait de temps aussi collectivement. Chacun avait, bah, c'est pas pareil quand t'es étudiant à 20 ans, quoi, ou quand on a 30 du coup, où t'es plus ni étudiant ni célibataire ou ce genre de choses. Donc on arrivait de moins en moins à faire ça. Et en fait, naturellement, ce qui était censé être un peu un podcast, juste lire mes articles ou tu vas faire des dossiers un peu hors série en parallèle de l'actu ou juste plonger, enquête sur tel sujet ou ce genre de choses. Bah finalement ça s'est transformé petit à petit en un truc où on traite de plus en plus des sujets d'actu, et au final c'est ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire on a tous les lundis matins une hebdomadaire tactique et actu. Dès qu'il y a un trade, on en parle de suite. Les playoffs, on parle quasiment de toutes les séries, si ce n'est tous les matchs. J'exagère un peu. L'été, on fait plein de bilans et de trucs comme ça. Mais l'idée c'était vraiment le côté où j'écrivais des trucs sans doute
très long, mais pour ne pas dire trop long. Et donc à la base, je me suis dit, bah tiens, et si en plus, plutôt qu'avoir seulement 20 personnes qui les lisent, je peux en avoir 20 autres qui les écoutent, ça peut être cool. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Et après, comme l'écho des parquets s'est un peu arrêté, bah du coup, naturellement, ça a évolué, quoi, on va dire. Très bien. Et dans tes productions, tu as aussi un volet analyse tactique. Ça vient d'où cette appétence à décortiquer le jeu et comment on se... Parce que autant déjà s'intéresser au basket en France, quand on remonte en arrière, c'était déjà assez compliqué. Ouais. Et aller encore plus dans l'analyse tactique de basket, c'est d'autant plus compliqué, enfin de ma fenêtre. Hein. Après, je me trompe peut-être, mais Bah, pour te dire, moi j'ai découvert la NBA. J'avais des potes mi-année 2000 qui étaient très fans. Un pote qui était bah, le même pote d'ailleurs qui me disait viens on va lire à Carrefour gratuitement des mangas ou des BD. Il avait des frères qui étaient très fans de NBA, tu vois, un grand frère qui était fan de McGrady à Houston. Donc je connaissais un peu l'univers de loin, mais jamais trop en détail. Et parce qu'aussi Internet était pas top à l'époque, donc si tu veux, tu voulais voir un résumé d'un match, il fallait avoir une demi-heure, quoi, tu vois, j'exagère un ouais. peu, mais il n'y a pas la même accessibilité, on en parlait tout à l'heure. Et quand j'ai replongé là-dedans, j'ai redécouvert ça en 2010, bah, tout était plus facile, Internet s'était plus développé aussi, tu voulais voir un résultat à la nuit, tu cliquais, tu avais une vidéo résumée, etc. Donc il y a ce côté où d'abord, la NBA, à mon avis, ce qui te capte, c'est pas la tactique en soi, c'est les paillettes, quoi. C'est tout est bien. Les Américains, ils savent faire ça. Là, tu vois, je suis aussi très fan de NFL, de ce genre franchement, ils savent faire, quoi. Ils savent faire, donc ça, c'est les paillettes qui t'attirent. Et après, mais tu vois, moi, mes premiers souvenirs de NBA, c'est pas la tactique, c'est je suis à la récréation au lycée avec mon magazine que j'ai acheté il y a 2 jours, en train de le lire, le relire, etc. Et ce genre de trucs. Et sur le côté tactique, en fait, j'ai toujours eu cette passion-là, mais un peu dans tous les sports. En fait, alors, je sais pas, on va pas faire une psychanalyse, c'est peut-être parce que je suis scientifique et que j'aime bien ce genre de comprendre ou expliquer ce genre de trucs, tu vois. Mais au moment où je découvre la NBA, c'est donc 2010 pour te dire, je suis en plein le foot. Il y a Guardiola qui vient d'arriver en classe. Je dessine des schémas tactiques à la Guardiola en inventant le 4-3-3. Tu vois. En fait, j'ai toujours eu ce truc naturellement. Et je pense que ce qui m'a fait un peu bifurquer, c'est que le fait qu'en basket, il y avait aussi, alors déjà le sport est cool, mais il y avait aussi plus de démocratisation de ça facilement, je trouve. En tout cas, moi, dans ma bulle à l'époque, je trouvais que j'avais plus facilement accès à ce genre de contenu. Tu vois, déjà, dès début 2010, il y avait des mecs qui faisaient des vidéos tactiques, qui expliquaient des concepts, etc. Et tu vois, ça se trouve, il y a une vie parallèle où je suis dans l'équipe de Coparena, quoi, tu vois. Peut-être, hein, je sais pas, peut-être, je sais pas si Ouais, j'aurais été assez bon pour eux, mais, mais bah, tu je vois, pense que pour le coup, j'ai toujours eu cette passion pour ça. Pourquoi, je ne sais pas. Je saurais pas te dire pourquoi j'aime bien la tactique. Mais en fait, ce que j'aime bien, ça me paraît être l'étape naturelle pour moi, mais c'est parce que c'est mon référentiel au début, tu découvres. Ensuite, c'est pour comprendre pourquoi et pourquoi, en fait. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Pourquoi lui est une star? Pourquoi, bah tiens, tel coach a fait ce move. Oui, mais pourquoi, en fait? Et c'est ce qui m'a un peu toujours intéressé, finalement. Donc, à force de creuser, maintenant, j'ai plus de 10 ans de tactique derrière moi. Donc, je commence un peu à comprendre les mécanismes et comment ça marche, quoi. Donc ouais, c'est une passion, mais je te dis que que j'avais dans d'autres sports aussi et qu'il y a encore une version de moi qui est en train de dessiner des 4-3-3 parce que Guardiola est en train de révolutionner le football à Barcelone, quoi. et ce qui est assez sympa dans le clin d'œil au niveau du destin, c'est que on voit que on va dire Guardiola, on va dire ça a germé quelques graines auprès de toi et c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup au basket et Ouais. qui dernièrement avait fait une petite escapade chez les Celtics avec Joe Mazzulla, si je Mm. dis pas de bêtises, avec pas mal, on va dire, de passerelles entre les deux disciplines aussi, quoi. Ouais, ouais. Oui, mais il est très, il est très intéressant. Mais je crois que Joe Mazzulla, c'est récent, mais même il y a quelques années, j'ai souvenir il a dîné avec je sais plus qui, un coach de basket, il avait dit, ah, vas-y, explique-moi tout, etc. Donc, mais en un sens, tu vois, il y a quand même beaucoup de similarités. C'est un jeu avec un ballon, il faut gérer l'espace, quoi. Il faut gérer le chaos. Il y a plus de chaos en foot. Il y a quand même un peu cette idée de comment est-ce que je peux arriver de tel point à tel point. C'est pas un jeu de gagne-terrain non plus, mais il y a un peu quand même cette notion. Et Hum. de comment est-ce qu'on structure, tu vois, t'as un peu les mêmes principes. Alors, en foot, t'as le pressing, pressing très haut, et donc on s'en sort avec des longues passes, etc. T'as pareil en basket avec un pressing tout terrain, des edges agressifs sur le pick and roll, donc on passe par-dessus. Tu vois, je caricature, mais il y a un peu ce côté, il y a quand même des thématiques très similaires entre les deux, quoi.
Oui, bah, on reviendra après dans l'interdisciplinarité. Je pense que c'est un Ah ouais. sujet moi, qui m'intéresse beaucoup et je pense que tu peux nous livrer quelques petites pépites là-dessus. En revenant sur tes productions, donc l'analyse tactique, ok. On a aussi des retours hebdo là au Oui. niveau de la saison hein, pour suivre un peu le parce que d'une manière quotidienne ça peut être compliqué de livrer du contenu au niveau Oui. de la charge de travail que ça représente. Est-ce que tu peux nous dire présenter un peu les arcanes sur ton travail, le temps de prépa, je pense que derrière, peut-être au niveau du montage aussi, ça doit être assez chronophage et tout ça, pour qu'on se rende compte en fait que la charge de travail que ça représente de livrer un épisode de plus de 2 heures toutes les semaines. Bah, après, finalement, moi, le truc le plus facile pour moi, c'est enregistrer et parler basket. Ça, c'est la partie facile. Et c'est aussi facile parce que moi, ce que j'aime bien, c'est tout con, mais c'est aussi regarder les matchs, pour le coup. Et au bout d'un moment, quand tu regardes plein de matchs, c'est quand même plus facile d'en parler au fur et à mesure de la saison ou même à la fin de saison, à l'intersaison, quand on fait des trucs, des bilans de un tel ou un tel. J'ai pas besoin l'été de me dire tiens, il faut que je revoie 20 matchs de cette équipe pour en parler. Mais parce que en fait, enfin c'est tout con, mais j'ai vraiment cette passion de la matière première, quoi, de regarder les matchs un peu tout le temps. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'aime bien me lever très tôt le matin. D'accord. Comme ça, entre 5 et 7, tu peux regarder un match, ou peut-être un peu plus parfois. Donc avant la vraie vie, on va dire, Hum, pour le coup. Entre midi et 2 aussi, un peu, ou parfois si tu as une après-midi de libre, ou il y a un peu de temps, j'aime bien regarder un match, et le soir parfois aussi. Donc en fait, le côté voir des matchs, moi, je pense que ça reste la base, et c'est ce qui me passionne aussi. Donc en plus, je sais qu'en foot, il y a eu énormément d'évolutions aussi, mais la NBA, hum, depuis 15 ans, on a eu une métamorphose du jeu qui a été absolument incroyable. Et là encore, tu vois, c'est pas fini, quoi. On se dit à chaque fois, ah, ça y est, on hum. arrive à la fin. Et non, là actuellement, on a une équipe qui démocratise une attaque sans pick and roll, sans écran, ou tu vois, ce genre de choses, ou Portland qui fait revenir le pressing tout terrain, un truc des années 90-2000, ou ce genre de trucs. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Et moi, vraiment, ça, c'est mon kiff absolu, j'ai envie de dire, de voir ces matchs. Et sur la préparation, bon, tu dis 2 heures d'hebdo, effectivement, il y a une partie news, mais c'est juste, bon, voilà, de mon côté, je prends 20 minutes ou une demi-heure pour noter les news de la semaine, et on en parle un peu free flow avec mon invité. Mhm. Une partie aussi question auditeur, où là, j'ai pas trop de travail à faire pour le coup, tu vois, c'est juste les auditeurs qui sont gentils, ils envoient des questions, on y répond. La partie on parle des matchs de la semaine, bah ça, comme je te dis, c'est facile d'en parler quand tu les vois, et que c'est un peu ma passion de base, quoi. Donc ça, en fait, c'est presque plus le travail tout le long de la semaine de voir des matchs, juste à la fin tu le fais fructifier en parlant, quoi. Moi je vois ça un peu comme ça. Et la partie montage, oui, ça franchement, ça prend pas tant de temps que ça, je trouve, parce qu'au bout d'un Ok. moment, j'ai quand même compris et pris le pli, quoi. Au début, oui. Au début, d'écouter ta voix, c'est pas facile, hein, pour le Oui, coup. effectivement, c'est Donc, ouais. compliqué. Ah, très bien. Donc du coup, pas mal de gains d'expérience qui t'ont permis Ouais, ouais, ouais. d'optimiser ton temps de montage derrière et tout ça. Et donc, tu es complètement indépendant, toi, de A à Z, c'est toi Oui, qui fais tout sur. Ok, super. oui, oui, tout à fait, ouais. Bah, chapeau l'artiste. Merci. Et au niveau de tes de tes productions, est-ce que la lecture ça a apporté un plus au niveau de la structuration de tes podcasts et ton côté cartésien? Je pense que ça, le mix des deux, le côté littéraire et le côté cartésien, l'appétence pour des matières scientifiques, ça permet d'avoir quelque chose de très ordonné et fluide à la fois. Et le côté, on va dire cartésien et scientifique, c'est la petite entre guillemets dédicace que tu fais avec le titre de ton podcast. Oui. C'est un peu facile, mais mais voilà, parce que c'est ça un peu tout ça. J'essaye de passer, enfin, je place les pièces un peu pêle-mêle, mais C'est ça, ouais. Non, non, mais au niveau lecture, c'est vrai que, en fait, sur le contenu tactique, il n'y a pas tant que ça de littérature, on va dire. C'est un peu du, comment dire, c'est du très chaud, quoi. Si on en parle, il y a des gens qui font des vidéos, des gens qui font des podcasts, ou des articles, mais tu vois, c'est pas des articles hyper élaborés. C'est tiens, l'observation tactique de la semaine, ou ce que faisait Zaclo à une époque, ou ce genre de choses. Et après, j'ai jamais été un énorme consommateur d'articles en soi.
Tu vois, je sais que par exemple Antoine Tartrou aussi qui est sur Twitter et que je reçois beaucoup sur le Basket Lab, lui c'est un énorme consommateur de tout ce qui est article. Tu vois, il a je sais pas combien de journalistes dans son feed. À chaque fois, il va cliquer sur tous les insiders de ici, insiders de là. Et tu vois, moi, il y a un côté où tout ce qui est un peu journalisme, un peu l'histoire. Tiens, il y a telle intrigue, il y a tel truc. Ça m'intéresse un peu moins. Je suis moins consommateur pardon de ce type d'article. Ou alors carrément quand je veux un peu plus de non pas du tactique mais un peu plus du littéraire, je pousse carrément le bouchon vers l'extrême, vers allons lire des bouquins sur l'autobiographie d'un tel ou de ce genre de choses quoi. Mais je t'avoue que je suis pas le plus gros consommateur d'articles aussi parce que je vais te dire un truc très bête, mais je suis pas trop sur mon téléphone basiquement, et lire des articles sur le PC. C'est pas c'est pas très pratique toujours. Alors j'avais trouvé un peu la combine d'emprunter un peu un iPad ou enfin pas un iPad mais une tablette là et de lire un peu sur tablette. C'est un peu mieux sur tablette, mais j'ai pas en fait, pour moi, pour lire un livre, on est un peu dans le podcast pour en parler, j'aime bien le rapport physique au livre, tu vois. L'objet, d'accord. Voilà. Et je sais que beaucoup de monde aime bien les liseuses, notamment. Moi, j'arrive pas trop à ce truc. Et je pense que c'est un peu pareil avec les articles. Alors, parfois, je le fais, tu check sur The Ringer ou sur des sites un peu comme ça. Mais c'est pas naturel pour moi. Le côté, tiens, tu t'assois derrière l'écran du PC avec la souris, tu descends, tu lis le truc. J'ai pas ce même rapport que quand j'ai un manga et je peux le lire pendant 20 minutes dans le jardin, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, moi, je suis comme toi. Hein. L'objet, pour moi, c'est quelque chose de super important pour moi. Ouais. Et ce côté collectionneur. Je veux avoir ma belle petite bibliothèque et avoir les bouquins incontournables. Et demain, comme je t'ai dit, je suis un peu plus vieux que toi, donc j'ai déjà des petits et le grand qui est très foot et très basket. Et ben, au-delà du fait de me créer une bibliothèque pour moi, je la crée pour lui aussi demain. Comme ça, quand il sera en âge de gratter un peu plus, d'aller un peu plus loin dans l'analyse du sport et des classiques, eh ben, il aura tout sous la main et puis il n'aura plus qu'à se servir. Ouais, carrément. Et au niveau du coup derrière des podcasts, donc la fréquence, elle est comment aujourd'hui de ton niveau? Je sais que là, je regardais, on a à peu près une fréquence hebdo pour le moment. Après, ça monte en puissance au fil de la saison, pas forcément. Ouais. Là, on est dans le creux de la saison. En général, début de saison, c'est justement alors aussi parce que je me repose de l'intersaison, mais il y a un côté début de saison, juste je prends beaucoup de temps pour voir des matchs aussi, notamment sur le temps libre et sur le truc comme ça. Là, en plus, je l'ai pas fait depuis quelques saisons, mais tu vois, il y a une cuvée de futurs rookies. Donc il y a l'NC aussi à regarder parce qu'apparemment il y a des lycéens hyper cool qui arrivent, notamment pour la prochaine draft. Donc ça aussi, jette un œil pour tout ce qui est Kansas, Duke, etc. Mais grosso modo, il y a l'hebdo, une fois par semaine, tous les lundis, hebdo tactique et actu. Grosso modo, voilà. Quand il y a des trades, ça s'accélère un peu. Donc il y a souvent, quand il y a un trade, par exemple, je sais pas moi, le lundi, soit le lundi soir, soit le mardi, si d'enregistrer un truc, les trades un peu majeurs. Hein, je vais pas te faire un trade sur sur Isaac Collier qui est envoyé ici ou là, mais donc il y a ça. Et puis après, c'est vrai qu'en playoff, on sort un peu de ce cadre un peu hebdomadaire, on va dire, du rendez-vous hebdomadaire où parfois, tu vois, il y a aussi parfois un deuxième podcast en fin de semaine, hein, c'est pas que forcément un par semaine, mais en hebdo c'est un peu plus, en playoff c'est un peu plus le Far West, avril, mai, juin, c'est-à-dire juste tiens, on réagit à telle série, on réagit à tel point tactique, preview aussi, dès qu'on a un peu la série qui est en place parce que telle équipe s'est qualifiée, tiens on fait la preview, donc c'est un peu plus free flow, on va dire. Finale NBA aussi, pareil comme en playoff. En général, j'aime bien faire un podcast récap de chaque match des finales parce que c'est un peu un événement. Chaque match est un événement en soi. Donc tu vois, tu fais, j'ai déjà testé, mais tu fais des formats sur tiens, il y a le gros choc de régulière. Les gens s'en fichent un peu. Par contre, tu fais tiens un podcast sur un match des finales, ça intéresse. Et après, moi, ma spécialité, c'est que ma saison, c'est un peu l'intersaison. C'est-à-dire je fais plus de production l'intersaison, mais j'ai jamais trop compris pourquoi les gens ne produisent pas plus pendant l'intersaison. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant l'été, les stats ne bougent plus. Tu vois, déjà, c'est un truc qui est bien. Alors que pendant l'année, ça arrête pas de bouger et tout. Et comme moi, je suis un peu maniaque, j'ose pas dire, tiens, il est à 5,2, alors qu'en vrai, depuis 2 jours, il est plus à 5,2. Tu vois, je suis un peu malade mental aussi.
Mais il y a ça, il y a aussi le côté, j'aime bien faire des bilans de chaque équipe, donc ça prend du temps, ça fait 30 podcasts aussi. On s'amuse un peu, on fait un top 100 aussi avec plein de monde, ce qui est aussi un prétexte, hein, c'est un format plus léger, le top 100 le classement on s'en fiche, mais c'est l'idée de recevoir plein de monde, de plein de médias différents aussi, un classement participatif. Et puis non voilà, l'été en général est assez chargé pour le coup, mais parce que c'est là on a le temps de faire des trucs, alors que quand la saison recommence, en effet, le temps est plus passé sur le temps libre que j'ai, c'est regarder des matchs plutôt en priorité que plutôt que. Alors qu'à l'intersaison, tu vois, c'est vrai que je peux faire un podcast par jour ou tous les 2-3 jours, quoi, parce que quand il y a des trucs intéressants à dire. Mais en saison, c'est plutôt les matchs, quoi. Et justement, quand tu regardes un match, comment tu fais pour l'analyser et pour faire un peu une digression et paraphraser le comment regarder un match de foot, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait analyser une rencontre de basket succinctement, les deux, trois premiers éléments à bien regarder et à bien mettre la focale dessus? Je crois que alors après c'est compliqué, mais je dirais que le truc principal pour moi c'est le conseil que je pourrais donner, c'est se poser la question pourquoi. Je crois qu'il y a un livre comme ça, non, qui est Ask Why ou je sais pas quoi. Je sais plus, mais le plus important, c'est de te poser le pourquoi de telle action est faite, pourquoi est-ce que ça défend comme ça, pourquoi est-ce que. Et quitte au début, tu comprends rien. Alors déjà, t'as pas les notions, t'as pas les définitions, mais petit à petit, ça vient, quoi. Et petit à petit, tu te renseignes, t'entends parler de telle couverture, etc. Et c'est intéressant de se dire, ah tiens, pourquoi le pied canal, par exemple, ils défendent comme ça? Ah oui, tiens, en fait, le mec il reste bas parce que l'autre est pas un bon shooter, donc je peux rester un peu plus bas. Ou alors, ah tiens, pourquoi est-ce qu'il reste bas? Ah oui, parce que lui il est pas trop mobile comme défenseur, donc il préfère rester bas par rapport au niveau de l'écran, parce que s'il monte trop haut, il est fragile, il peut se faire contourner, etc. Et je pense que c'est un peu le truc principal. Après, il y a un côté où les gens, quand tu dis tactique, ils s'imaginent, ah tiens, il faut connaître le nom de tous les systèmes, il faut connaître le nom de telle action, l'écran à 45, ensuite quand il fait une course comme ça, et puis ensuite comme ça, il faut que ça s'appelle le Iverson Cut, ou tu vois, ce genre de choses. Bon, ça c'est un peu gadget, et tu l'apprends un peu de facto, j'ai envie de dire, quand tu traînes un peu là-dedans, etc. Mais je pense que le principal, c'est aussi, je dirais, se poser la question du pourquoi, en fait, de pourquoi telle action arrive. Et en général, la réponse est un peu là-dedans. Ce système est joué, pourquoi? Parce que on veut cibler un tel, on veut impliquer un tel, ou alors on veut cacher un tel, tu vois, ce genre de choses. C'est peut-être mon conseil principal. Et au début, tu comprends rien, évidemment, ou tu t'as pas les réponses. Mais à force de te poser la question et de regarder, l'autre conseil, c'est regarder ce qui se passe loin du ballon, évidemment. Mais ça, c'est un peu la conséquence indirecte, et c'est le conseil, pareil dans tous les sports, quoi. Si tu regardes que le ballon, c'est un peu limité. Mais non, du coup, j'ai de la chance, c'est que maintenant, je le fais un peu de manière un peu naturelle, quoi. Je fais plus l'effort de me dire, tiens, je regarde ça, tu vois. Aujourd'hui, je regarde un match, et ma méthodologie a aussi beaucoup évolué. Comment je regarde un match, au début, c'était je regarde un match et je note sur une feuille, alors à telle action, à tel minutage, il y a telle action. D'accord. Ensuite, il fallait que j'aille reprendre l'action, la capturer en vidéo, ou alors la découper petit à petit. Mais du coup, tu vois, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire évoluer pas mal de la méthodologie. Ça va un peu plus vite. Je découpe directement le match pendant que je le regarde dans un logiciel de montage. Comme ça, si tiens, j'avais telle action qui m'a marqué, j'ouvre le fichier et j'ai directement le truc, quoi. Donc Les côtés ouais. directement. Ok. Ouais, ouais. Bien. Mais Et ça, c'est l'expérience, hein. C'est, tu vois, c'est le oui, gain de temps, mais qui vient avec. Au début, j'avais pas ça, quoi. d'accord. Et donc, toi, quand tu regardes ton match, tu as ton logiciel à côté et tu prépares déjà Ouais, ta ouais. prochaine analyse en direct live. Au cas où, quoi. Au cas où. Ok, très bien. Et justement, comme on est sur une saison qui est extrêmement longue, hein, de saison régulière, Ouais. 82 matchs, long marathon, comment on arrive à garder le peps et on va dire cette envie de produire quelque chose toutes les semaines, et comment on arrive à être pertinent toutes les semaines et sur une telle durée. Je pense qu'on n'y arrive pas. En tout cas, je dirais non. Je parle pour l'envie. En tout cas, je pense que c'est un peu. Il y a un côté trompeur de se dire alors, cette année, j'aurai aucun creux, aucun tu vois, aucun vide, aucun. Je trouve pas les mots, pardon. Du coup, dans un Ouais, la podcast sur les motivation livres, c'est. au top. Merci. Non. Mais c'est normal, c'est normal. Mais la saison est aussi, je veux dire, elle est pas construite pour ça, mais il y a un côté où tout le monde est un peu excité au début de saison, enthousiasmé par le début, découvrir tel nouvel acteur dans telle nouvelle équipe, comment ça joue, le nouveau coach, etc.
Et c'est pas anormal que t'arrives parfois au mois de janvier, t'es un petit peu un creux, quoi. Ou au mois de mars. Alors, il y a un regain, heureusement, parce qu'il y a la trade deadline. Donc là encore, t'as un peu de la nouveauté, t'as des changements. Et puis après, t'as parfois un peu des creux. Le mois de mars, ça peut être dur, parce que le mois de mars, notamment en fin de mois de mars, c'est pas encore les playoffs, et c'est encore parfois un peu loin les playoffs. Mais plus tout le monde joue à fond, on connaît à peu près tout, qui est bon, qui est pas bon, tu vois. Donc, mais c'est normal d'avoir des creux dans la saison comme ça. Et après, l'enthousiasme revient aussi naturellement sur les playoffs. Même si, tu vois, même sur les playoffs, il y a un côté où moi je sais que tous les ans je me dis, et je sais que je peux pas, hein, mais tous les ans je me dis, cette année je vais essayer de regarder tous les matchs que je veux. Pas tous les matchs, ça c'est pas possible, mais tous les matchs que je veux. Et finalement, t'y arrives pas. Mais tu vois, t'as ce. Quand je suis pas aussi, c'est un peu compliqué Bah là. ouais. Euh, c'est Mais non, mais tu vois, t'as toujours les playoffs, l'aspect de. Ça revient naturellement parce que c'est l'enjeu, c'est ce genre de choses. Donc, en fait, ça fait des montagnes russes un peu normales, j'ai envie de dire. Et c'est là où le format hebdo, pour moi, est bien parce qu'il y a des. Avant, je pouvais faire un mois sans podcast parce que t'as pas la motivation ou voilà, c'est normal, ça va, ça vient, quoi. C'est comme ça. Oui. Mais le fait d'avoir un format hebdo, tu vois, on l'a pas dit, mais je le fais pas seul. Le format hebdo, je le fais aussi avec des invités. Donc, s'il y a une semaine, moi, je suis pas très bien ou j'ai pas pu voir tant de matchs, c'est pas grave parce que je peux m'appuyer sur mon invité qui me dit, bah tiens, moi, j'ai 2-3 matchs dont je veux parler cette semaine. On en parle et moi, j'enrobe avec les news avant, la partie quiz à la fin, les questions auditeurs. Mais je suis assez content d'avoir trouvé ce format parce que même les fois où je suis un peu moins impliqué, on va dire, dans les creux de saison, il y a quand même ce rendez-vous et j'arrive à m'y tenir. Et je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs, hein, ils aiment bien avoir leur truc. Mais le format est bien pour ça, pour s'y tenir. Parce que sinon, parfois, ça pouvait être, bon, bah là, désolé, j'ai pas la motivation, on parle pas, quoi. Et pour revenir au côté un peu analyse et statistique, Ouais. comme on est sur une saison assez longue, à partir de combien de matchs, nombre de matchs pardon joués, on a on va dire un échantillon représentatif des tendances et ça nous permet un peu de voir quelles sont les tendances vers lesquelles ça va arriver en termes de fin de saison et force en présence. Alors, moi qui suis très très fan de stats, je suis justement le plus grand critique des stats. Alors parfois c'est un peu la caricature, toi tu regardes pas les matchs, t'es sur Excel, quoi. Mais moi je critique beaucoup les stats ou les gens qui utilisent mal les stats aussi, ou la faiblesse de certaines stats, où parfois on l'utilise, on sait pas trop pourquoi, ou tu vois, on arrive à faire des contresens, alors que on sait pas que telle stat, si on sait pas ce qu'elle dit vraiment ou comment elle est construite, en fait, on connaît pas la faiblesse de ça ou de ce qu'elle exprime vraiment. Donc ça, franchement, moi, je suis peut-être un des ceux les plus critiques par rapport à ça. Et effectivement, ça m'énerve, tu vois, au bout de un match de la saison ou même une semaine. Miami a le meilleur offensive rating de toute la NBA ou ce genre de choses. Oui, mais ça veut rien dire. Ou alors, tiens, il a shooté à 50% depuis 2 semaines. Oui, d'accord. Il y a 20 tentatives de tir. Ça veut rien dire, quoi. Donc en fait, moi, un peu par excès, je dis, j'ai un peu une rengaine, pas de stats avant Noël. Voilà, c'est un peu à moitié un running gag. La vérité, c'est que c'est un peu plus tôt, on va dire, certaines stats, en général, les stats de fréquence sont plus stables. C'est-à-dire qu'au bout de 10-15 matchs, à peu près, le profil de tir d'une équipe, quel tir elle veut prendre, c'est à peu près stable, parce qu'au bout de 10-15 matchs, c'est à peu près la volonté de l'équipe, et voilà. Ensuite, le profil de tir, par exemple, concéder à l'adversaire, t'as moins de contrôle là-dessus aussi, donc ça met un peu plus de temps. Le pire, c'est tout ce qui est toutes les stats et les domaines qui sont sujets à variance, on va dire. Donc par exemple, le pourcentage à 3 points, le tien, mais surtout le pourcentage à 3 points adverse, et donc tout ce qui est notamment en conséquence, hein, tout ce qui est offensive rating, defensive rating, c'est des stats qui vont avoir tendance à se normaliser assez tard, c'est-à-dire au bout de 25-30 matchs, ou peut-être un peu plus même. Et moi, j'aime pas non plus prendre même sur une saison complète, parfois un pourcentage ça veut rien dire, parce que tu peux avoir un mec qui est sur une saison, il est un peu en feu à 3 points, mais c'est pas son vrai niveau, quoi, tu vois. Mais en fait, si dans le détail vraiment on peut rentrer sur ce côté-là, où à quel point est-ce que l'échantillon est assez gros pour qu'on n'ait pas un effet trop aléatoire, quoi, un effet trop variance. Et on va dire que c'est à peu près 20-30 matchs, je dirais. On peut commencer un peu à s'y fier. Voilà, Ok. réponse simple. Non, très bien, mais très clair et assez pertinent parce qu'on a aussi ce petit biais et la data et enfin, pour moi, le basket, c'est un sport qui s'y prête très bien. Ouais, Le, le foot, un peu moins. oui. Il faut à pondérer. Et justement, au niveau des
l'interdisciplinarité. Ouais. Tu as fait des crossovers avec Christophe Pufli et si mes souvenirs sont bons également Raphaël Cosmidis sur le scouting. Oui. Et même Florent aussi. Florent Tonuti aussi Florent était aussi. venu. Ouais. Ah oui, Ouais, ouais. d'accord, ok, très bien. Donc, le Et trio oui, donc, d'ailleurs, même Ismaël aussi. Ismaël de ah Coparena oui, aussi d'accord, sur était la venu parler data, stats. Ouais, ouais. Ismaël Afoud, Oui, excellent oui. au niveau de la data. Très bien. Quels sont pour toi, bon, nous, on a, c'est peut-être parce qu'on est français, mais de facto, on a la passerelle directe au niveau du foot qui se Ouais. fait assez naturellement. Pour toi, quelles sont les autres disciplines qui seraient intéressantes d'analyser, voire benchmarker pour un coaching staff? Pour un coaching staff ou pour un fan, tu veux dire? Pour vraiment un Coaching coach. staff dans un premier temps, et puis pour un amateur de basketball demain Alors, également. pour un coaching staff, je dirais le baseball est un sport fascinant. Mais pas à regarder, comme je dis souvent. Non, mais en fait, il y a un côté où, tu vois, par exemple, toute la tactique en baseball, je la maîtrise pas. Et très peu de monde la maîtrise chez nous en France, on va dire. Et il y a un côté où on sait pas ce qui se passe, quoi. C'est un duel entre un mec qui lance une balle et un mec qui essaie de la frapper. Mais en fait, quand tu regardes, tu sais pas ce qui se passe, quoi. T'as un aspect où tu sais pas les types de lancers, c'est très subtil, mais lancer, tu vois, qui dévie juste un peu à gauche ou juste un peu à droite, c'est des trucs très différents, par exemple. Mais nous, on le voit pas. Ou ah tiens, ce batteur-là, parfois, il veut pas frapper la première fois, mais il frappe la deuxième fois. Ou tu vois, en fait, c'est des trucs un peu des duels vraiment entre deux mecs, on n'a pas les codes. Par contre, le baseball est absolument fascinant en termes de stats. Donc moi, je regarde parfois des matchs les World Series, quoi, les finales, mais sans trop comprendre ce qui se passe. Par contre, c'est un sport fascinant et je pense que beaucoup de coaching staff pourraient s'en inspirer et ça a été un peu le cas. Tu vois, quand il y a Daryl Morey chez les Rockets qui commence un peu la révolution analytics à mi-2000, ça part aussi du fait que ça commence dans le baseball, le Moneyball, le fameux Moneyball des Oakland A's à l'époque. Alors, le film, c'est tout début 2000, enfin, il décrit les événements de tout début 2000, je crois 2001 ou 2002, mais en vérité, si tu lis le bouquin Moneyball, ils expliquent que en fait ça commence même années 90, l'espèce de révolution de on comprend que en fait les stats sont mal, les joueurs sont mal valorisés, etc. Et je pense que je suis totalement d'accord avec toi sur le foot par exemple, est moins sujet à ça, mais parce que le foot est moins séquencé comme sport. Il y a beaucoup plus de chaos. Donc en fait les stats sont soit elles sont pas pertinentes, soit on ne sait pas comment les mesurer parce que c'est un free flow ultime quoi. Le foot c'est ça aussi qui est génial hein, pour le coup tu me diras. Mais le baseball, justement, tu vois, c'est que des séquencés. C'est que des mini-séquences. Un mec qui lance une balle, un mec qui frappe, éventuellement. Parfois, il arrive à la frapper une fois sur 10 et t'as comment est-ce que ça défend derrière. Mais ce côté très séquencé fait que le baseball est hyper en avance là-dessus et pas que le côté médiatique en plus, tu vois, parce que même la fameuse révolution Moneyball qui a lieu début 2000 et qui ensuite, donc, le film arrive en 2011, je crois, à l'époque du film, le grand public découvre ça, mais dans le baseball, ils sont déjà passés à autre chose parce que en fait, tout le monde s'est mis à cette révolution. Donc il faut trouver le prochain avantage concurrentiel quoi. Et en NBA, on voit ça également. C'est pour ça que je pense qu'il y a un côté intéressant de s'intéresser là-dessus, c'est la séquentialisation des stats peut-être ou arriver à trouver des mesures précises d'événements sur le terrain et l'aspect aussi de toujours chercher le truc d'après parce qu'une fois que quelqu'un gagne notamment avec un truc qui marche, bah, tout le monde s'y met à la page et donc ensuite il faut trouver le truc d'après quoi. Et au niveau aussi une petite, un petit parallèle entre foot et basket, comme Ouais. tu le disais tout à l'heure, que ce soit au football aujourd'hui, on a l'impression que c'est des créations tactiques, mais c'est beaucoup de recyclage entre guillemets Eh oui. Eh oui. de ce qui a été déjà fait et remis au goût du jour. Toi, au niveau du basket, tu avais parlé de quelques éléments qui revenaient là, notamment le pressing terrain de Portland. On avait des game changers au niveau du spacing et du 3 points Ouais. à outrance côté Steve Kerr. Toi, quels sont selon toi les prochains éléments qui vont revenir on va dire, sur le devant de la scène? On revient aussi avec des big men qui occupent un peu plus de place Oui. à contrario du small ball qu'on avait. Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme ça qui se dégagent et qui pour toi vont prendre plus de place dans les aspects tactiques des rencontres? Bah,
pense que, comme tu dis, l'évolution du jeu, de toute façon, est cyclique. Mais dans tous les sports, hein, foot ou basket. Et là où c'est intéressant en basket, je trouve, c'est que mine de rien, on a l'ajout d'un spacing qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas il y a 15 ans, mais qu'on n'avait même pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Je crois que je l'ai pas encore vu, mais j'ai entendu parler de le podcast de LeBron. Il a reçu Stephen Curry et il regardait les finales 2016. Il regardait ensemble des séquences des finales 2016 et Curry, au bout d'un moment, s'il s'étonne, il dit mais je crois que ça fait au moins 3-4 ans que j'ai pas vu autant de monde à l'intérieur dans la raquette, quoi. Et qu'en effet, tu vois, 2016, c'était hier. Et en fait, en termes de jeu, c'était déjà il y a très longtemps. Donc, je te dis ça parce qu'en fait, je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est plein d'anciens concepts et d'anciens trucs qui reviennent, mais un peu actualisés au goût du jour. Je te prends un exemple très simple, la Princeton Offense, qui est un truc moi quand j'ai commencé le basket, c'était un truc de vieux, quoi. C'était un truc de vraiment un des classiques et tout, qui était, alors je sais plus exactement, années 60 ou 70, je crois, créé par un mec dans la fac de Princeton. C'est ce que fait Mike Brown. C'est ce qu'a fait Mike Brown, pardon, du côté des Kings. Et là, il commence aussi à le faire aux Knicks. Mais plutôt qu'avoir le mec, le passeur, le big man qui est au poste haut, donc en tête de raquette, actualisé en 2020, en fait, il a 3 points. Et donc, tout le système de cut de la Princeton Offense, c'est complètement révolutionné par ça. Ça, je pense que il y a pas mal d'éléments là-dessus. Pareil, hein, tu vas voir tout ce qui est les finales, enfin pas les finales, le jeu des Boston Celtics années 60 avec Bill Russell, etc. C'est que des concepts de coupe et de jeu autour d'un mec, un mec au poste haut, etc. C'est la NBA qu'on retrouve aujourd'hui avec plus d'espace, plus de rythme, etc. Aujourd'hui, les possessions commencent à remonter. On dit ah ouais, on a plus en plus de possessions par match, etc. Le rythme réaccélère. D'accord, on est encore très en dessous de ce qui se faisait dans les années 80, où en fait c'est juste qu'on a eu un creux années 90 et 2000, et là ça remonte, mais on n'est même pas encore, tu vois, au rythme des années 80. Je pense que la prochaine révolution, moi, celle qui m'intrigue le plus, c'est l'utilisation complète du terrain. Et on voit que c'est ce qui se fait de plus en plus. Alors, il y a un côté gadget avec, tu vois, les Pacers, par exemple, qui sont allés en finale l'an passé, et qui étaient déjà en finale de conf en 2024. Eux, ils ont des systèmes, ils ont un assistant coach qui était un peu typé NFL, etc. Ils font des systèmes comme la NFL, sur des remises en jeu. Plutôt que, c'est-à-dire que le mec, il est en ligne de touche, il va remettre le ballon en jeu, après une faute ou après n'importe quoi. Et t'as des mecs qui s'alignent comme les mecs de NFL, quoi, de foot américain, comme des receveurs, tu vois, qui font, je pars en haut, ensuite je fais une course à droite, à gauche, et ils croisent, etc. Et en fait, ils utilisent toute la longueur du terrain pour ça, ce qui est un peu inédit, quoi, pour le coup. Et ça, c'est un peu l'aspect gadget, mais plus globalement, on voit qu'il y a une explosion de ce qu'on appelle la semi-transition aujourd'hui. C'est-à-dire pas juste je posais, mais pas juste la contre-attaque, tu sais, où tu pars à 1 contre 2 ou à 3 contre 0, etc. Il y a un côté, et on le voit en playoff, hein, même, je veux dire, OK, ici, Denver, etc. Tu attaques avant que la défense soit complètement en place. Donc tu as un aspect où la semi-transition, la balle est remontée, et on attaque vite, quoi. Pareil, hein, Miami le fait beaucoup cette année. Et donc, déjà, il y a ça, c'est utiliser le rythme et l'intégralité du terrain. Et quel est un peu le contre-move qu'on voit actuellement? On en a déjà parlé, c'est tout à l'heure, c'est Portland, par exemple, ou des équipes comme ça, l'explosion, le retour du pressing tout terrain. Et je me demande à quel point, comment ça va se goupiller, pardon, tout ça. Il y a aussi la zone, à quel point est-ce que la zone défensive peut pas revenir, vu que tout le monde veut faire des coupes dans tous les sens et tout le monde veut te bouger dans tous les sens. Bah, plutôt que chacun suit son attaquant, mais que c'est trop dur, bah tiens, et si on restait en zone, en fait? Et comme ça, t'as pas à te soucier de ah mince, je dois dézoner pour venir aider, mais ensuite revenir sur mon shooter, mais mon shooter il a bougé, il est déjà très loin. En fait, tu vois, c'est que un recyclage d'anciens principes. Donc je dirais, pardon, j'ai fait long, excuse-moi, l'utilisation de toute la longueur du terrain et peut-être des concepts de zone de plus en plus qui explosent en NBA. Et du coup, juste pour revenir un peu sur le point de l'assistant des Pacers, c'est un peu genre le Nicolas Jover de la NBA. Il y a des coachs, pardon, je connais. cette piste, enfin, au coup de pied arrêté comme en première oui, ou pas? le mec Parce que là, à Arsenal, il y a Nicolas Jover qui est un Français qui est Montpellier de base et tout là, qui s'inspire aussi notamment pas mal du basket avec le système de bloc et tout. Donc lui, son arme fatale au départ, c'était les corners. Maintenant, il s'attaque aux longues touches. et du coup, le fait qu'il y ait un parallèle entre le mec des Pacers qui est sur des remises en jeu et puis quelqu'un qui est focus sur cette séquence-là au foot, c'est assez intéressant. Ouais, exactement. Exactement. Après, il y a aussi un aspect, comme je te dis, la zone, très simplement. Oui. Vu que maintenant, tout le monde sort du temps mort avec un joli système bien dessiné,
juste les mecs ils font ok, on fait une zone et donc votre système il sert à rien quoi. Donc t'as que des trucs comme ça en fait. Donc c'est aussi là-dessus où tu vois on va de plus en plus vers une attaque en free flow aussi en NBA pour de plus en plus vers là-dessus où ce qu'on apprend c'est des concepts. Comment est-ce qu'on veut jouer plus que tiens le système la passe elle va là, ensuite tu coupes ici etc. Parce que ça peut être plus facilement stoppé une fois qu'on connaît comment l'équipe joue en face quoi. Et juste pour qu'on se rende compte, parce que moi je suis un peu un baskettique, au niveau des staffing des équipes, enfin moi j'ai Ouais. l'impression que c'est une armée d'analystes, Ouais. d'adjoints et tout ça. Euh, Comment on arrive à justement garder ce côté un peu free flow quand c'est un jeu qui est censé être sous maîtrise totale, tu vois, et pas brider justement aussi ce côté un peu chaud, ce côté imprévisible et tout ça, Ouais. quand tu veux tout maîtriser. Bah, je pense que l'important, c'est comment est-ce que tu arrives à coacher les joueurs et que tu leur dis qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut pas faire aussi. Tu vois, notamment l'attaque de Miami actuellement, c'est une attaque sans écran. Alors ça paraît révolutionnaire dans la NBA des pick and roll d'aujourd'hui, mais c'est un côté, en fait, c'est que du free flow presque. Il y a des systèmes, hein, il y a comment est-ce qu'on entre dans le système, et il y a aussi, une fois que la défense a stoppé le système ou a bien réagi, il y a la deuxième partie de la possession, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là-dessus où il y a un côté, bah tiens, est-ce que on veut enchaîner sur des pick and roll, ou est-ce qu'on dit, nous, on préfère plutôt faire en free flow, donc non, ne venez pas vers le ballon, restez bien en spacing, des mouvements tous coordonnés, etc. Memphis faisait un peu pareil, d'ailleurs l'an passé, c'est que l'assistant de l'attaque sans écran, il était à Memphis avant, mais en fait, c'est surtout des concepts, et c'est presque le plus important parce que, comme je te dis, il y a surtout, une fois que la possession, le premier système est stoppé, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et de ce point de vue-là, les coaching staff sont hyper grands, même comment dire, les départements de scouting et tout. Et il y a un côté très, tu vois, année 2000, Daryl Morey, il s'en vantait, il disait, mais nous, dès qu'on voyait un mec dans le domaine public qui, qui écrivait un article intéressant, on l'engageait, mais juste pour que les données partent pas dans le domaine public et que ce soit pas démocratisé. Et je pense que la différence entre nous, les données qu'on a publiquement, et ce que les mecs ont, tu vois, notamment pourquoi il y a beaucoup de coachs aussi sur le banc, parce il y a chacun un peu la consigne de bah tiens, moi je vais calculer un peu à la main, ou je vais noter à la main les stops défensifs, ou combien de drives on fait, ou tu vois, ce genre de choses. Et pareil, je pense que les mecs dans les franchises, ils ont des stats qu'on n'a pas, mais parce qu'ils font du tracking parfois avec plein de mecs, soit à la main, soit automatisés, ils ont leur propre algorithme, etc. Donc autant, ça c'est aussi une force de la NBA, c'est qu'on a plein de données disponibles, et moi mon podcast existe gratuitement aussi grâce à ça, grâce à ce que la NBA nous offre. Mais je pense que les mecs, ils ont encore plus, qu'on ne connaît pas encore, et peut-être qu'on connaîtra dans 20 ans, mais ils seront encore passés à autre chose, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis eux aussi, en termes de, comment ça s'appelle, de statistiques, ils ont un peu, je sais pas si ça existe encore, l'événement Oui, annuel. la Sloan Conference au Voilà, MIT. c'est ça. Ouais, Ouais, tout ouais. à fait. Et tu peux nous expliquer un peu succinctement à quoi ça consiste, et parce qu'il y a de plus en plus de disciplines sportives qui sont invitées Oui. à cette conférence. Alors c'est au MIT, le prestigieux MIT, Massachusetts Institute of Technology, il me semble. Et je crois qu'à la base, c'est justement, je crois que c'est Daryl Morey et Bill Simmons, donc un journaliste, où je crois que ça part d'un truc comme ça, pas très élaboré, mi-2000, une espèce de conférence où on présente des trucs. Et ça a pris une ampleur énorme, où c'est le rendez-vous annuel, je sais plus, février ou mars, je sais plus. Mm. Mais grosso modo, c'est là que viennent être présentés. Alors, soit tu as des panels aussi assez intéressants, parce que tu as des panels où il n'y a pas que des scientifiques. Tu vois, parfois, c'est le Adam Silver qui se fait interviewer par Bill Simmons, ou ce genre de choses. Donc, tu as aussi des conversations où tu mets un mec du basket, un mec de NFL, un mec du baseball aussi ensemble, et ils conversent. Soit sinon, tu as la présentation de certains articles ou certaines avancées, on va dire. Mais oui, c'est ce que parfois les gens sur Twitter, ou les gens qui aiment pas trop les stats disent, c'est la convention des calculettes, quoi, ou tu vois, ou Mm. Mm. la conférence des Excel, quoi. Mais ça a pris une ampleur assez grande pour le coup, mais aussi parce que tu vois, ça a bien accompagné ce qui se passait en NBA, et que tu prends il y a 20 ans, en 2005, on n'a pas du tout, je suis même pas sûr qu'il y avait des départements d'analytics en 2005, quasiment pas, quoi. Ouais. C'est fou quand même le gap, et puis demain avec l'intelligence artificielle. Eh oui, Aujourd'hui, quand je dis demain, mais déjà aujourd'hui, voire demain avec l'intelligence artificielle, ça promet. Ça exactement. promet. Et du coup,
du coup, c'est sur au niveau de ton contenu. Ouais. Euh, Comment on arrive à faire une petite place dans le paysage du basketball, parce que tu as quand même une communauté assez fidèle et nombreuse qui te suit. Comment tu fais et comment tu as fait pour justement la créer, la fidéliser et faire aussi demain qu'elle grossisse, parce que typiquement moi j'en suis l'exemple parfait. Euh, Crossover avec Christophe Puchli et Raphaël Cosmidis, bim, l'écho des parquets, bim, et ben on arrive à raccrocher les wagons et à monter dans le train, quoi. Donc Alors pour au début, toi, il faut est-ce payer que beaucoup de bots. Il faut payer quand tu te lances, mais non, non, je t'avoue que ça, pour moi, j'ai un peu conscience que de toute façon, moi, je fais ça de manière totalement amateur. Pour le coup, ah ouais, euh, si un jour je peux monétiser, mais de la bonne manière, ça m'intéresserait. Mais tu vois, par hum, exemple, moi, étant moi-même consommateur immense de podcasts, quasiment, j'allais pas dire toute la journée, mais presque. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les pubs en plein milieu des podcasts, par exemple. Tu vois, ça, c'est un truc qui me gâche la vie, littéralement. on est Donc, d'accord. donc, non, mais après, je comprends, hein, il y a des créateurs qui doivent en vivre, etc. Ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange plus, c'est les très grosses radios, par exemple, qui ont déjà plein d'argent et qui mettent des pubs. Bon, bref, fin de la parenthèse. Non, mais j'ai pas trop cette velléité pour l'instant d'en vivre. Et les gens me croient pas, je pense, quand je le dis, mais je n'ai jamais regardé les stats d'écoute de mon podcast. Jamais, vraiment jamais, jamais. Et je le fais parce que, non pas parce que je m'en fiche des chiffres, mais parce que je sais que ça me gâcherait la vie, en fait. Et que, en plus, tu vois, là, t'es très gentil, tu dis que j'ai une communauté, ou que je me fais une place, etc. Au début, quand tu commences, t'as pas ça. Et Hum, au début, moi, je fais des podcasts sur. Alors, un de mes premiers podcasts, c'est ma All Hipster Team. Ah tiens, je vais vous présenter Jason Tate et je vais vous présenter Jerry Vanderbilt ou des mecs comme ça, totalement inconnus. Et tu fais un truc comme ça et tu le sors et tu vite les stats. Ah mince, il y a 20 écoutes. Ah, t'es déprimé. Je veux dire, t'arrêtes quoi. Ou tu dis, bah tiens, ouais, un de mes premiers podcasts, c'est on va faire 2 heures sur Michael Kidd-Gilchrist. On va raconter sa carrière, pourquoi est-ce qu'il a échoué. Les gens le connaissent même plus tellement ça a été un bust rapide. Je veux dire, tu te déprimes assez vite. Donc en fait, c'est pas parce que ça m'intéresse pas les stats ou que je m'en fiche, c'est justement parce que je m'en fiche pas, que je regarde pas du tout. Et après, comment est-ce qu'on fait pour. Je pense que c'est un peu la régularité, hum, je dirais. Mais là encore, moi j'ai aussi le beau rôle, hein, de dire ouais, moi je parle que de ce que je veux et tout. Moi je me cantonne pas à un format. C'est facile de dire ça quand t'as aucun enjeu économique aussi. Tu vois, c'est pas une vertu que j'ai, c'est juste la conséquence de voilà, moi j'en vis pas, donc je peux à peu près faire ce que je veux. Et je me suis aussi toujours dit, j'aimerais bien proposer pas mal pour que chacun puisse s'y retrouver. Je sais que d'accord. tout le monde n'écoute pas les podcasts, évidemment. Même moi, je les écoute pas tous, les podcasts que je fais. Mais tu vois, je sais que quand je fais des bilans l'été, j'essaie de faire un bilan pour chaque franchise. Et je sais que tout le monde va pas écouter en 30 jours, il y a 30 podcasts publiés, tout le monde n'écoute pas les 30 podcasts. Mais je Hum, veux que le mec qui se dit, ah tiens, moi, je suis fan de Utah et puis j'ai mon podcast, quoi, ou ce genre de choses. Donc, j'essaie un peu de couvrir plein de trucs. Et ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que moi, je suis juste l'animateur, on va dire. Et moi, mon principe, c'est aussi de à chaque fois recevoir quelqu'un en invité. Alors, hum, je peux faire des podcasts solo aussi, hein. En général, je fais aussi pas des podcasts solo. Mais tu vois, c'est quand même utile et pratique de toujours se reposer sur quelqu'un. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu mes gars, on va dire. J'ai un peu mes, je reçois tout le monde. là, Et ton il y a roster, un côté où, si je veux parler d'histoire, je sais à qui m'adresser. Si je veux parler de telle équipe, j'ai quand même plein de fans de telle équipe, de Memphis, de Dallas ou je sais pas quoi. Ah tiens, lui, je sais qu'il peut être pertinent et qu'il peut venir parler et être pertinent. Tu vois, en fait, à peu près sur tous les sujets, je sais à qui je peux faire confiance entre guillemets. Donc ça, c'est bien. Ça me permet aussi de couvrir à peu près plein de choses. Et je sais que tout le monde n'écoute pas tout, mais c'est pas le but. Le but, c'est de proposer le plus possible. Mais la régularité, je pense, je dirais aussi, ça doit aider, hein, sans doute, le fait que je sois là à peu près régulièrement. Mais comme je te dis, moi, je fais ça surtout par plaisir, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas un objectif de me dire, ah tiens, ouais, j'ai envie d'être le podcast numéro 1 de France ou ce genre de choses, quoi. ah oui, oui, oui. Il n'y a pas il y a pas une ambition entre guillemets cachée Non. derrière, c'est Ouais. partager ta passion et être quand tu as envie, tu prends le micro et puis t'es plus entre guillemets, tu peux te faire un numéro solo versus quand tu es un peu en début de saison où c'est un peu plus compliqué comme tu nous as expliqué.
où là, tu es format hebdo avec l'appui C'est ça. de tes invités, quoi. Mmh, Très bien. exactement. Et au niveau c'est-à-dire des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le podcast, pardon, ou l'analyse, que ça soit peut-être création de contenu, ça peut être aussi de l'écrit, hein. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil outre la régularité? Et ne pas regarder les chiffres, les premiers. Ah, non, ça, je donne pas un conseil. Je dis pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est le conseil algorithmique. Ça, c'est très. Je pense, hein, si t'es régulier, évidemment, ça aide. Mais non, bah, tu vois, on parle de lecture aujourd'hui. Je me rends compte, mine de rien, que quand je lis, pas One Piece, hein, je veux dire, mais quand je lis des romans ou des trucs comme ça, je me rends compte que j'arrive aussi mieux à parler, à m'exprimer ou écrire notamment. Quand je fais des articles ça fait un moment que j'en ai pas fait d'écrire des articles, mais à l'époque j'avais un peu plus le verbe facile quand j'étais en pleine lecture d'un truc ou alors quand ça fait 2-3 semaines que j'ai pas lu un bouquin, il y a pas le même flow, tu vois, en termes d'écriture. Mais donc je pense que la lecture est toujours bien. Et après, non, j'ai pas envie de faire le. Moi, je te dis, je le fais par passion. Et je dirais qu'il faut aussi avoir conscience de qu'est-ce que tu fais et pourquoi. Tu vois, si ton but est en fait de faire un truc professionnel, bah, il faut se plier un peu à qu'est-ce qui est réclamé par les gros médias, quoi. Parce que moi, les gros médias, ce que je fais, ils en veulent pas, en fait. Ils me l'ont dit. Donc, si tu veux être journaliste, si tu veux bosser, être payé pour ça, c'est dommage, hein, mais il faut aussi se plier aux règles du jeu et de faire un peu plus du journalistique ou quoi. Ou alors, si tu vas en mode non, je veux parler de ce que je veux, il faut aussi avoir conscience que c'est complètement la passion, ce qui ne veut pas dire que c'est perdu parce que t'es pas payé, mais juste c'est de la passion, quoi. Donc je dirais ça aussi. Et puis je pense que rien ne remplace la matière première. Je parlais un peu pour mon truc, le basket notamment, mais je pense que c'est pareil en foot, ou rien ne remplace la matière première, c'est-à-dire que si tu as envie de parler de basket ou de foot, bah, le premier conseil, c'est regarder des matchs, quoi. Et au début, et que rien ne remplace la quantité aussi de matchs et l'expérience petit à petit que tu peux accumuler en voyant des matchs. Bon, mais tu vois, c'est aussi en fait, tu peux pas tricher quand tu parles tactique. Je veux dire, tu peux aborder d'autres sujets quand tu vois, quand je fais les news de la semaine, bon, j'ai pas passé 8 heures à chercher l'histoire de la franchise de Miami pour parler du fait que Pat Riley, il a dit ça, quoi. Mais par contre, si tu veux parler de tactique, t'es un peu obligé, tu peux pas inventer ce qui s'est passé, quoi. Donc ouais, je dirais quand même la matière première, un peu le truc à la base de tout, quoi, les matchs. Bien. Merci pour les petits advice. Du coup, Basket Lab, pour l'instant, c'est une fréquence hebdomadaire. Est-ce que tu peux repréciser, sachant que je remettrai dans la description du numéro les différents liens où on peut te retrouver, outre sur X, YouTube, t'es dispo sur les autres plateformes d'écoute, je suppose? Oui, distribuer Spotify, Deezer, tous les trucs classiques, on va dire. Mais ouais, Guillaume Guillaume B Lab sur Hum. Twitter. Voilà. Après, en ce moment, sur Twitter, je balance beaucoup de conneries, hein. Je suis pas très sérieux comme j'ai pu être à une époque où je mettais beaucoup de palettes tactiques ou quoi. Mais non, ouais, après, ouais, toutes les plateformes à peu près classiques, on va dire. Et sur YouTube aussi, parfois un peu de vidéos, on va dire, qui n'apparaissent pas dans le flux podcast, mais parfois sur la chaîne YouTube, il y a des analyses tactiques avec images, on va dire. D'accord, très bien. Et petite discrétion sur la fin. On a parlé de NBA et tout ça, mais tu nous as pas dit s'il y avait une franchise qui tenait à cœur. Est-ce qu'il y en a une? Ah. Ou c'est Non, je suis un mercenaire. Je suis un mercenaire du. Alors, pour te dire, j'ai commencé. J'étais fan de Boston. J'étais fan de Boston. Rondo, Ray Allen à l'époque. Ce qui est un peu, tu vois, je suis un peu un enfant du divorce parce que c'était mes deux joueurs préférés, mais ils se sont clashés. Donc, ils s'entendaient plus à la fin, Rondo et Ray Allen à Boston. En fait, j'étais fan de cette équipe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah, les joueurs sont partis et je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, j'étais surtout fan des joueurs plus que de Boston en soi, quoi. Tu vois. Ok. Et donc, en fait, naturellement, ça s'est effacé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que c'est tombé pile également au moment où je m'intéressais à l'analyse plus poussée. Et je sais pas à quel point c'est lié ou pas, mais j'ai aussi l'impression que quand tu décortiques et quand tu as un peu plus cette analyse un peu plus froide, etc., l'aspect fan se détache un peu de manière automatique. C'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour moi c'était un peu ça. C'était un peu
avant, quand j'étais juste en mode fan, bah ouais, je suivais Boston, je regardais les matchs de Boston et tout. Et puis au bout d'un moment, quand je me suis intéressé à la tactique et tu regardes toutes les équipes et tu décortiques, l'attachement est moins là. Donc je suis un mercenaire sans club aujourd'hui. D'accord. Et tu avais déjà commencé dans le podcast à nous présenter quelques petits conseils lecture. Moi, je conclus les numéros avec une question rituelle qui est Ouais. la recommandation de 3 livres de sport. Est-ce que tu en aurais sous le coude autres que ceux que tu as pu déjà citer en amont? Alors, Moneyball, je pense. Moneyball est très bon, le livre est très bien. Après, il faut connaître un peu le baseball. C'est vrai qu'il faut connaître un peu connaître le baseball pour le coup. Bon, j'ai déjà dit là, George Best. Mince, je me suis grillé des cartouches parce que j'ai dit les meilleurs. Mais non, les meilleurs entraîneurs de l'histoire du foot aussi, de Coparena, enfin vu du Mans à l'époque aussi, qui était très bien. Et évidemment, Soccernomics. Je pense que tu as connu aussi. Je suis rentré dans une librairie, enfin Soram, c'est à Montpellier du coup. Et j'ai pris une page au hasard. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est un Soccernomics. Et je suis tombé sur au hasard, le chapitre sur Claude Makelele au Real Madrid. En fait, le chapitre sur les stats. Et je suis resté là, j'ai lu le chapitre entier, je me dis mais c'est trop bien quoi. J'ai acheté le bouquin, je suis rentré chez moi. Bon, du coup, j'étais un peu déçu parce que ça parlait pas de stats tout le temps. Mais le bouquin est quand même assez génial. En plus, je crois qu'il est réédité tous les 2-3 ans, je crois, il est un peu mis au goût du jour. Donc je crois qu'il avait été réédité. D'accord. Ils le font, je crois qu'il avait fait en 2018 et en 2022 au Qatar, il y a une nouvelle édition. Alors je sais pas à quel point il y a du rajout ou pas, mais le bouquin est quand même hyper cool de ce point de vue-là. Et puis, donc j'ai déjà dit la Dream Team, Jack McCallum, mais surtout les Suns Vitesse de la Lumière. Et non, juste pour terminer aussi, le bouquin de Thibaut Leplat sur le foot en France aussi. Mince, j'ai pas le nom. J'ai beaucoup aimé sur un peu le. Alors il est vieux, il date de 2016, je crois, et j'ai plus le nom. Football à la française, je crois, ça s'appelle. Qui était aussi hyper cool, je trouve, pour un peu. En fait, il refait l'historique de un peu le journalisme en France avec les deux écoles de pensée. Finalement, c'est l'équipe qui a un peu gagné, etc. C'était assez intéressant comme bouquin aussi, ouais. Thibaut Leplat aussi, l'éloge du style sur PS justement. Je sais pas si tu l'as lu. Ah oui, génial. Ouais. Et je me permets une petite reco pour toi. Je pense que c'est quelque chose qui va te plaire. Je l'ai sous les yeux là. C'est le livre de Ian Graham, le monsieur data de Liverpool à l'époque sur How to Win. Le titre c'est How to Win the Premier League. Et en fait, il décrit le process qui a été mis en place par Edwards et tout à l'époque avec grâce à l'appui de Jürgen Klopp, qui a été ouvert à cette démarche d'analyse tactique et qui permet de décrire en fait les arcanes de la constitution de l'effectif de Liverpool avec le coup à la Salah, comment ils sont partis chercher Mané, Van Dijk et compagnie quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Qui est une méthodologie qui a plus marché que la première à Liverpool avec Damien Comolli. Tout à fait. Où il recrutait un peu juste Andy Carroll pour la tête et Stewart Downing pour les centres et que finalement c'était plus complexe que ça. Et avec le petit sujet Adam Lallana, que ça n'a pas forcément bien pris, mais voilà. Très bien. Et pour conclure l'épisode, la dernière question rituelle, c'est toi, si tu te places en termes d'auditeur de chapitre sportif, quel journaliste, chroniqueur ou créateur de contenu tu souhaiterais entendre dans ce podcast? C'est intéressant ça. C'est intéressant. Surtout que tu as déjà eu Christophe Kuchli sur le podcast, donc ça compte pas non plus. Je saurais pas trop dire. Lucas, c'est vrai que Lucas Saidi, qui a fait l'écho des parquets avec moi pendant 10 ans. Et Lucas, il est un peu moins branché stats et tactique, un petit peu moins que moi, mais tout de même à fond dans le jeu, etc. Et Lucas, en plus, moi je trouve qu'il a traduit deux des livres
plus importants de la littérature américaine. Tu sais, les fameux Jordan Rules, qui était un bouquin iconique aux États-Unis, c'est lui qui l'a traduit en France. Michael Jordan, la loi du plus fort. Et donc, c'est aussi lui qui a traduit le bouquin sur les Suns, 7 Seconds or Less de Jack McCallum, qui est aussi un monument de la littérature américaine, qui a donc enfin été traduit. C'est 2017 ou 2018, je crois, il a fait celui-là. Et en plus, donc, il est auteur. Il a aussi écrit un bouquin sur Kobe Bryant. Donc, il n'est pas que traducteur, il est aussi auteur. Donc, je pense que Lucas, ouais, ça pourrait être un top invité pour toi. Je pense que c'est un vrai passionné de littérature. Ah bah, très bien. Bon, on va le faire comme ça. En plus, on pourra avoir parce que l'exercice de la traduction, c'est pas simple. Donc, si on peut avoir aussi la version traducteur, entre guillemets. Et en plus, si lui, il a fait le bouquin, je l'ai peut-être que je le reprenne. Et il en a fait un troisième aussi récemment. Il a encore traduit un autre sur Jordan l'an passé, je crois aussi. Donc tu vois, mais c'est son métier, il est vraiment traducteur. De métier. Base, d'accord. Okay. Ouais. Ok, super, bah nickel. Bon, on va prendre la tâche avec Lucas en espérant que ça soit couronné de succès. Encore une fois, Guillaume, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, je te remercie grandement pour le temps que tu nous as accordé. Encore une fois, tu nous as fait preuve de très grande pédagogie pour nous présenter un peu les aspects tactiques. Et de longueur. Mais ça, c'est le podcast. Et voilà, moi aussi, je le fais par passion et je veux qu'on donne le temps de pouvoir échanger et d'aller au bout des choses. Donc, le timing, en fait, on regarde pas, c'est comme les noms de donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein, merci à toi, parce que c'est vrai qu'en général, j'aime pas trop parler de moi pour le coup, mais t'as réussi à m'avoir, surtout en me faisant parler basket au final sur une grosse partie du podcast. Mais voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et puis on va suivre tes productions avec attention encore une fois.